Jacques Lacan parle, lui, de mécanismes psychosomatiques, s'interrogeant finalement sur comment une cause psychique peut avoir des effets lésionnels dans ou sur le corps. En effet, ce dernier distingue la lésion psychosomatique de la conversion hystérique, névrotique, en ce qu'il y a bien apparition une lésion corporelle, dans le mécanisme psychosomatique. Dans mon enseignement, Lacan va préciser d'ailleurs que la distinction entre psychique et physique, ou la coupure comme il l'appelle, n'est pas à faire entre le somatique et le psychique qui sont solidaires, et là on rejoint tout à fait Sami Ali, mais elle s'impose pour Lacan entre l'organisme, d'une certaine façon, et le sujet. Il faut du corps, c'est-à-dire qu'il faut un lieu de constitution, le grand autre, permettant l'aliénation signifiante. Il faut du tiers, permettant donc la séparation. C'est par le biais de l'impact du désir et du langage que Lacan va élaborer finalement sa théorie de la psychosomatique. En effet, pour ce dernier, c'est le désir de l'autre, induction signifiante, va produire une lésion du corps en dérangeant un de ses besoins fondamentaux. À ce titre, il n'est pas inutile de revenir justement sur l'expérience de Pavlov, que Lacan reprend à bon compte dans son séminaire La logique du fantasme en 1967. Lacan parle de l'expérience de Pavlov pour démontrer finalement la causalité signifiante de certaines lésions corporelles. Il interprète même cette expérience autrement que son inventeur. Voyons cela quelques instants. D'abord, pour rappel, le protocole de cette expérience est le suivant. Pavlov fait entendre à un chien qui est dans un laboratoire enfermé, donc la sonnerie d'une trompette, et il va lui donner à manger en même temps. Il répète à plusieurs reprises ce scénario, jusqu'au jour où l'animal est suffisamment conditionné. Dès lors, on lui fait entendre le bruit de la trompette sans pour autant lui donner à manger. Et là, on constate chaque fois que l'animal entend cette sonnette, on peut recueillir donc des sécrétions gastriques dans son estomac, et à force, il en fera un ulcère. Lacan va proposer justement une autre lecture de cette expérience. Il va annoncer que l'expérimentateur est animé d'un désir de savoir, qui peut à ce titre figurer donc le désir de l'autre, du grand autre. Le signifiant de ce désir, la sonnerie, le représente comme sujet, Pavlov, pour un autre signifiant, la sécrétion gastrique. Un signifiant représente le sujet pour d'autres signifiants. Et donc cette sécrétion gastrique est à entendre aussi comme le signe de la frustion, c'est-à-dire de la jouissance. Jouissance du corps du côté de l'animal en tant que son appétit est donc mis en jeu. Enfin va se produire un reste, l'objet petit a, soit la lésion qui apporte à l'expérimentateur une satisfaction supplémentaire qu'on nomme dans la clinique lacanienne, dans la théorie lacanienne et la clinique, le plus de jouir, parce qu'elle vient donc lui confirmer le bien fondé, finalement, de son hypothèse de départ. On a donc le S1, le signifiant maître, qui est la sonnerie de la trompette, le signifiant 2, qui est la sécrétion, la frustion, jouissance, grand S, Pavlov, et petit a, la lésion. Et pas en raison donc de la réaction réflexe à l'action supposée mécanique du signifiant de la sonnerie que la lésion se produit, mais bien parce que le chien comprend pas ce qu'on lui demande. Et là, Lacan va parler à ce moment-là, précisément, de pétrification, c'est-à-dire de gélification localisée de la chaîne signifiante dans le corps. Très intéressant. Pétrification
gélification localisée dans la chaîne signifiante qui s'inscrit sur le corps. Le signifiant, là, perdrait donc son statut de support dans la dialectique du désir et deviendrait un pur signe. Lacan utilise d'ailleurs le terme d'holophrase pour qualifier le signifiant qui est gelé dans le corps. Je reprends d'ailleurs la formule dans son texte. Dans son texte, donc dans le séminaire 11, les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, il nous dit il n'y a pas d'intervalle entre le signifiant maître et S2 lorsque le premier couple de signifiants se solidifie, solophrase. Nous avons le modèle de toute une série de cas, encore que dans chacun, le sujet n'y occupe pas la même place. Dans cette série, Lacan inclut plusieurs choses, la débilité, la psychose et l'effet psychosomatique. Donc ces phénomènes psychosomatiques se situeraient aux limites de la structure du langage, conséquence donc de l'holophrasisation signifiante et qui se présenterait comme une pulsation jouissante. Nous aurons à revenir d'ailleurs sur toute cette clinique finalement du corps et de cette holophrasisation. Le signifiant donc holophrasé est un signe qui n'entre pas dans le système du sujet. Et ce signe, il reste pour lui une énigme qui, d'être en trop, va pouvoir engendrer, par sa forme impérative, une lésion, en perturbant une fonction vitale du corps. Lacan va qualifier également les lésions psychosomatiques, dit-il, je cite, de traces écrites sur le corps. Le corps se laisse aller à écrire quelque chose qui est de l'ordre du nombre, nous dit-il, du nombre. Comme un mode de chiffrage qui ne passe pas par la significantisation de la lettre et du désir, nous dit-il dans sa conférence sur le symptôme en 75. La lésion est donc du côté du nombre, comme un comptage de la jouissance, ce dont témoigneraient d'ailleurs donc les lésions qui surgissent par poussées comme des pulsations de jouissance qui vont se distinguer de la répétition signifiante qu'on retrouve dans le traumatisme par exemple. Il s'agirait donc là d'un chiffrage que Lacan conçoit comme un pas à lire, c'est-à-dire des traces inscrites, mais présignifiantes et non interprétables. L'affection en tant que symptôme doit être laissée de côté. Et Lacan nous dit que la lésion peut être subjectivée au cours d'une cure qui n'a pas à être entreprise, d'après lui, selon d'autres modalités que celles qui lui sont imposées par les règles freudiennes, c'est-à-dire laisser au sujet la possibilité de donner sens à cette jouissance. Ou encore, laisser dire le sujet, laisser aller de façon raisonnée, de faire résonner le libre jeu de son angoisse, de sorte que puisse se produire finalement cet écart entre les deux signifiants, un flottement finalement par où le sujet a une chance de sortir de ce point de pétrification, ce point de pétrification qui fixe et qui le fixe à une jouissance spécifique autour de cette lésion. Pour Lacan, on agit sur une constellation de signifiants qui vont s'agencer selon un ordonnancement d'une autre chaîne signifiante. Coupure entre psychique et logique finalement, peut-on dire. La lésion psychosomatique serait une lésion corporelle liée à une cause langagière qui désorganise un besoin fondamental du corps. C'est une suggestion forcée qui est subie et non pas subjectivée, c'est-à-dire prise dans la dialectique du désir. Ce n'est pas un symptôme. Elle résulte plutôt d'un forçage du corps dont le grand autre jouit aux dépens du sujet.
et pas sans nous rappeler la position du psychotique vis-à-vis de l'autre. Elle consisterait donc en l'émergence de l'un de jouissance avant le un du signifiant. Elle se manifeste d'ailleurs par des poussées successives, comme un comptage de jouissance qui n'est pas, comme on l'a dit, une répétition signifiante. Tant encore que pour Lacan, le psychosomatique est quelque chose qui est tout de même dans son fondement profondément enraciné dans l'imaginaire, c'est-à-dire d'une jouissance qui échapperait, comme son nom l'indique, à la symbolisation, et donc finalement on pourrait penser d'un imaginaire presque autonome, une jouissance qui s'est autonomisée, qui a échappé à la question de cette dialectique du désir. Je poursuis un petit peu en disant finalement que le phénomène psychosomatique pour Lacan se situe aux limites de la structure du langage, conséquence de l'holophrasisation signifiante, et qui se présente comme une pulsation de jouissance. On note dans la clinique lacanienne justement ces phénomènes à éclipse. On peut parler par exemple des dermatoses, de l'eczéma, ce type de poussée par éclipse qui tend à s'ouvrir et à se fermer, à apparaître et à disparaître. Il apparaît donc et disparaît de façon intermittente dans un temps où finalement pour Lacan et pour les cliniciens de la doctrine lacanienne, le sujet finalement cesserait de se représenter. Le sujet est comme donc pétrifié sous le signifiant et assujetti, comme on le disait, au désir de l'autre. L'autre du langage, finalement, est pour un temps court-circuité. L'éprouvé corporel prend le pas. Il va occuper finalement le devant de la scène. Et les phénomènes psychosomatiques ou des indicateurs de cette jouissance pulsionnelle, en jeu, c'est un sujet, c'est-à-dire une libido qui s'est corporéifiée. Le terme de phénomène permet également d'exclure l'existence, selon Lacan et selon les auteurs de la pratique et de la clinique lacanienne, d'exclure une structure psychosomatique. Il s'agirait là d'un transstructural, un phénomène qui aurait une fonction différente d'ailleurs dans la psychose, où il peut venir faire suppléance justement à la forclusion du nom du père. Le phénomène psychosomatique est alors une solution du sujet pour faire tenir son corps. La clinique lacanienne fait d'ailleurs grand cas des usages du corps, et c'est une clinique du corps. Une clinique du corps d'ailleurs à deux temps, sur laquelle nous reviendrons la prochaine fois, autour de ce que Jacques-Alain Miller a pu nommer de façon heureuse les embrouilles de corps dans les conversations cliniques de Bordeaux. Vous entendez donc une autre dialectique avec Lacan. Ce n'est pas sans quelque résonance avec ce que nous avons vu du côté de la théorie relationnelle de Sami Ali, mais nous allons nous concentrer la prochaine fois, en effet, sur la clinique des embrouilles du corps d'une part, et nous reviendrons dans un autre épisode sur des vignettes cliniques et leur accompagnement, leur direction du côté de la clinique de Sami Ali. Je vous remercie de votre attention. Je vous laisse là-dessus et au plaisir de vous retrouver la prochaine fois sur le divan de Max. À bientôt.